Quand on vient d'un milieu modeste, c'est que quand vous devenez journaliste, vos parents ont l'impression que vous entrez à la Maison Blanche. Un jour, mon père m'a dit, anecdote, et dire que je t'ai payé des études pour faire ça. Je me suis rendu compte à un moment que je recrutais par exemple le hasard faisant que des gens qui venaient de la même école, voire de la même promo. Dans la cour du journalisme français, Paris est roi. Ses rédactions concentrent tous les pouvoirs. Intégrer un média lorsqu'on est né hors de Paris, qu'on a grandi en famille modeste, ou alors lorsqu'on est issu d'une minorité ethnique ou de genre, cela relève souvent du parcours du combattant. En 2021, une photo de la rédaction du magazine L'Obs a fait grand bruit sur Twitter. Cette image, prise sur le toit du bâtiment du groupe Le Monde, dans le 13e arrondissement, montre l'ensemble de la rédaction et sa diversité peu visible, voire absente. À l'image de l'Obs, y a-t-il réellement un entre-soi dans la rédaction parisienne? Et si oui, comment compte-t-elle le résoudre? Pour répondre à ces questions, on a rendu visite à 3 journalistes à responsabilité au sein des rédactions du Monde, de TF1 et de l'Obs. Ces interviews, on les a montrées à une sociologue des médias. Christine Larazet est chercheuse et maîtresse de conférences. Spécialiste des États-Unis et historienne, elle est l'auteure de Blacks in Time, race et médias aux États-Unis. Je pense que culturellement, notre famille était très clairement une famille de classe moyenne. Économiquement, pas vraiment. On a toujours eu des galères d'argent depuis aussi longtemps, aussi loin que je me souviens. Grâce à l'IJBA, j'ai rencontré plein de gens que j'aurais jamais rencontrés sans ça. J'ai fait des stages qui m'ont permis de rencontrer des red chefs, qui m'ont permis d'obtenir des jobs. Mon premier poste, c'était rue 89, par exemple. J'aurais jamais peut-être osé ou prétendu à un poste à rue 89 si j'étais pas passé par l'IJBA où c'était naturel de demander ce genre de poste, en fait. Tu te conformes à ça. T'es dans l'école, ça fonctionne comme ça, tu dis ah, ok. Ah, Le Monde, ah ouais, ok. Ah, mais c'est possible, en fait. Quand on vient d'un milieu modeste, c'est que quand vous devenez journaliste, vos parents ont l'impression que vous entrez à la Maison Blanche, quoi. Il y a vraiment, c'est un truc extraordinaire. Quand mon père voyait ma signature au bas d'un article de l'Obs ou d'ailleurs, pour lui, c'était un motif. Il en parlait à tout le quartier. Il n'y avait absolument aucun journaliste dans ma famille. Dans ma famille, on était plutôt soit dans l'enseignement, soit dans l'industrie. Et donc j'ai attendu très très longtemps avant d'avouer à mes parents que je voulais être journaliste. À partir du moment où je leur ai dit que je voulais être journaliste, mais journaliste économique, là ça passait. Je pense que j'ai été pendant très longtemps la saltimbanque de la famille. Pendant pas mal de temps j'ai été reporter et je n'ai pas fait que des sujets éco, des sujets sérieux. J'ai aussi fait des magazines de découverte où je sautais en parapente, où j'interviewais des bergers en Corse. Et un jour, mon père m'a dit, anecdote, et dire que je t'ai payé des études pour faire ça. Voilà. Et donc, à partir du moment où j'ai rejoint le management, j'ai senti que là, il comprenait pourquoi il m'avait payé des études. Dans ces 3 interviews, il y a une ligne qui émerge, qui est une ligne qui est rarement abordée quand on parle de journalisme, c'est la ligne de classe. Il y a une reconnaissance d'un milieu social différent de celui du journaliste. Pour la journaliste, c'est plutôt une forme de déclassement, alors que c'est pour les 2 autres qui viennent de classe sociale inférieure, une forme de surclassement. Il y a clairement une forme d'entre-soi. Quand on regarde, on a tous beaucoup plus ou moins les mêmes origines, si elles sont souvent pas parisiennes, mais toujours un petit peu dans les mêmes cercles. On a beaucoup tous les mêmes études et ça c'est aussi un problème dans la diversité des rédactions. L'entre-soi, c'est un vrai problème, évidemment, parce que quand on est journaliste, on doit lutter contre ses propres préjugés. Alors ça, c'est plutôt intéressant. Justement, cet ethos de l'objectivité est si fort que il est rare qu'un professionnel reconnaisse déjà qu'il y a de l'entre-soi, issu notamment de la formation des écoles. Donc l'entre-soi, ça entretient ses propres préjugés. C'est du confort, en fait. C'est du mauvais confort intellectuel. L'entre-soi, c'est perdre de vue le pourquoi on fait ce métier, qui est informer les autres et non pas s'informer soi-même. À ce moment-là, on achète le journal et on prend un transat, une tasse de café et la vie est pas mal aussi. L'entre-soi, c'est quelque chose qui, en fait, souvent que vous découvrez en creux. En fait, il n'y a pas de mépris de classe, je ne crois pas. En revanche, il y a une distance de classe. C'est-à-dire que vous dites quelque chose et vous sentez qu'il y a une espèce de silence
de distance, quoi, de creux, de vide. Et c'est après à vous d'habiter ce creux et de comprendre en analysant qu'en fait, quand vous avez dit ça, la personne en face, elle s'est dit, oh, mon Dieu, quel plouc. Là, il y a un mot-clé qui est la notion de distance. C'est ce que j'appelle le cercle distance, média-distance. C'est pour ça que je réagis à ce mot-là. C'est qu'il y a une méconnaissance de ce que vivent des groupes sociaux séparés par la société, hein, sur 3 lignes. Et là, on n'en entend qu'une, c'est la ligne de classe, mais il y a aussi la ligne de couleur, la ligne de genre. Et il y a une méconnaissance totale des groupes sociaux auxquels on n'appartient pas. Et cette méconnaissance, elle transpire dans le contenu des médias. Et ça va continuer de nourrir la méconnaissance que certains groupes sociaux ont d'autres groupes sociaux. Quand vous êtes issu d'un milieu où vos parents n'ont été que des exécutants, qui étaient des gens habitués à recevoir des ordres et non pas jamais à en donner, ben vous êtes un peu configuré comme ça. Dans votre tête, c'est plus difficile de donner un ordre. Après, quand vous êtes chef d'un service, par exemple, c'est assez dur de dire si, bah, tu me le fais. Il vous manque ce qu'on appelle l'assurance des gens bien nés. Il y a certaines personnes dans les rédactions, dans cette rédaction, pour lesquelles c'est très difficile d'aller donner des ordres. Parce que clairement, elles sont d'un milieu qui est bien supérieur au vôtre. Vous avez beau être le supérieur hiérarchique, elles vous font comprendre, ces personnes, que ça va, quoi. C'est pas au fils du concierge de donner des ordres à la marquise. L'écrit, spontanément, c'est quelque chose qui, dans les familles, quand on vient d'une famille pas favorisée, c'est pas vers ça qu'on va aller plus spontanément. Il y a une maîtrise des mots, il y a une maîtrise du vocabulaire qu'on n'a pas forcément. La presse écrite, c'est le mot. Et le mot, c'est ce qu'il y a de plus inaccessible quand on vient d'une famille défavorisée. L'origine reste absolument essentielle. Si vous avez une origine impure, profane, ça vous colle au basque toute votre vie. Il va falloir tous les jours prouver à vous-même que vous êtes bien à votre place ici, que vous avez le mérite d'être là. Moi, je travaille comme un fou. Je pense, dans la rédaction, je suis parmi ceux qui fournissent en quantité de papier, non pas les meilleurs papiers, ça va pas malheureusement, mais le plus de papier en quantité. Quand tu fais un recrutement, ça te demande forcément des efforts pour chercher ailleurs, pour chercher d'autres profils, parce que moi, je veux recruter la meilleure personne. Et puis, il y a une question de justice, quelque part, où tu te dis, c'est la meilleure, donc c'est normal qu'elle soit recrutée. Sauf que si tu te penches uniquement sur ces questions-là, et au début, quand tu commences à faire des recrutements, forcément, tu ne t'intéresses qu'à ces questions-là, tu te rends compte que tu recrutes toujours les mêmes personnes. Ça, c'est un élément majeur dans la recherche de la diversification des salles de rédaction. Même aux États-Unis, où il y a des personnes en charge de recruter des personnes issues des minorités, que ce soit des minorités racisées ou des femmes moins représentées dans le métier comme elles l'étaient auparavant, eh bien, en dépit de ça, il y a cette résistance dont m'a parlé Joseph Ferrer, qui était en charge de cette fonction-là à Time Magazine, et qui remarquait que les rédac-chefs tendaient à recruter des gens qui leur ressemblaient. Je me suis rendu compte à un moment que je recrutais, par exemple, le hasard faisant, que des gens qui venaient de la même école, voire de la même promo. Et il y a un moment quand même où tu t'arrêtes et tu te dis « Ah ouais, mais attends, mais c'est quand même pas normal, c'est quand même vachement homogène, c'est quand même... En fait, on est obligé de se forcer à prendre des risques en quelque sorte, parce que ça te sort de ta zone de confort. Et du coup, oui, je l'ai ressenti. Ouais. On essaie de cultiver un petit peu cette diversité, même dans le journal. Je sais que c'est quelque chose auquel la direction tient énormément. Donc ils mettent en place des choses pour essayer de diversifier un petit peu. La diversité dans une rédaction, c'est essentiel. Et c'est d'autant plus essentiel quand on travaille à TF1 et qu'on s'adresse au public le plus large possible. C'est une question compliquée de savoir bien accueillir, bien intégrer toute personne qui ne vous ressemble pas. C'est eux-mêmes qui vont nous faire progresser en nous disant, là par exemple, ce que tu viens de me dire, pour moi, c'est un problème, j'ai du mal à l'entendre, j'ai du mal à l'accepter. À TF1, nous ne mettons pas de quotas. Nous ne faisons pas de la discrimination positive, si on peut dire les choses autrement. Je ne peux pas ne pas réagir. Ce concept de discrimination positive, c'est vraiment une traduction, une mauvaise traduction à la française. La notion aussi de quota qui est tout de suite assez mal vécue, ça c'est quelque chose aussi de très français, comme s'il y allait y avoir un progrès social linéaire et naturel qui se ferait sans qu'on fasse quoi que ce soit pour qu'il advienne. On n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu des privilèges tomber.
du seul fait que les personnes disent « Ah oui, on est privilégié ». Non, s'il n'y a pas une politique volontaire, il ne va rien se passer. En revanche, on y est attentif dans notre recrutement, à avoir des femmes, à avoir des hommes, à avoir des gens qui viennent d'origines diverses. Après, ça n'est pas le seul critère. C'est quoi l'entre-soi au fond? C'est quand vous embauchez quelqu'un, vous avez besoin d'avoir confiance en cette personne. Cette personne, si vous voulez être bien certain d'avoir confiance en elle, c'est facile, il faut qu'elle vous ressemble. Si vous prenez quelqu'un qui est différent, vous vous dites c'est possiblement des emmerdes. Voilà, en fait ça commence là l'entre-soi. Ça commence sur une absence de confiance spontanée, on va dire, pour des gens qui ne partagent pas exactement la même culture. C'est vraiment des plafonds de verre ou des murs de verre qui sont érigés entre les gens. Il y a des axes de gens très bourgeois dans cette rédaction, entre eux, qui se reconnaissent et qui vont déjeuner ensemble et qui ont un certain humour et qui ont quelque chose. Des axes de gens pas du tout bourgeois, moins nombreux, qui vont aussi déjeuner ensemble, qui ont un humour, etc. C'est invisible, je pense, pour l'extérieur, mais en fait, c'est vraiment quelque chose de l'ordre du mètre carré de distance entre les uns et les autres. C'est grâce à un psy, effectivement, j'ai fini par mettre le doigt sur le fait que cette illégitimité que je sentais, c'était pas un défaut de reconnaissance, c'était pas une hypersusceptibilité par rapport à ce qu'on me disait, c'était moi, par rapport à moi-même et mon passé, où je me sentais, il y avait toujours un petit décalage. On constate qu'il y a une capacité dans cette génération de journalistes intermédiaires, pas des jeunes journalistes, mais pas des journalistes de l'ancienne garde, à reconnaître qu'il y a effectivement possiblement un problème d'entre-soi dans le journalisme. Et ça, c'est déjà une grande avancée que de reconnaître qu'il y a quelque chose d'existant. C'est très réjouissant d'entendre 3 personnes, dont 2 sont issues de classes sociales moins favorisées. Il y a une femme, 2 hommes, et il n'y a pas de personnes racisées. Déjà, il y a peu de personnes racisées dans le personnel journalistique français. Quand il a été question de la diversité dans les médias, au début, dans les années 90, dans les médias français, on s'interrogeait juste sur la visibilité des minorités racisées à l'écran. Vous permettez d'avoir accès à quelque chose d'autre qui n'est pas de l'ordre de l'image, de voir quelqu'un de différent, mais qui produit le discours journalistique? Qui sont ces personnes? D'où sont-elles issues? La question majeure, ce n'est pas qui est visible, c'est qui produit le discours journalistique. Beau boulot. Oups, la machine.